Il faut commencer par une idée simple. Happy et Gilmore 2 n'est pas seulement la suite d'une comédie culte de 1996. C'est un film sur ce que devient une comédie culte quand elle se réveille 30 ans plus tard. Dans un monde où la nostalgie est devenue une industrie, où Netflix remplace la salle, où le gag est devenu patrimoine et où Adam Sandler n'est plus seulement le petit con braillard du Saturday Night Live, mais une sorte de patriarche burlesque du cinéma américain populaire. Le premier Happy Gilmore, sorti en 1996, n'était pas un blockbuster gigantesque, environ 41,4 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget estimé à 12 millions. C'est donc moins un mythe de box-office qu'un mythe de circulation. VHS, câble, DVD, citations, rediffusion, culture sportive, mémoire adolescente, bref, un film qui a poussé dans les chambres, les salons et les terrains de golf amateurs comme une mauvaise herbe magnifique. La suite arrive en 2025, directement sur Netflix, réalisée par Cal Nowacek, écrite par Adam Sandler et Tim Herlihy, avec Sandler de retour dans le rôle de Happy, Julie Bowen, Christopher McDonald, Ben Stiller, Bad Bunny, Benny Safdie et une armée de golfeurs, célébrités et créateurs du Sandlerverse. Netflix présente le film comme le retour du golfeur colérique pour accomplir le rêve de sa fille et Toudoum confirme le retour des figures du premier film, dont Bowen, Stiller et McDonald, ainsi que la présence de nombreux golfeurs professionnels. Mais le vrai sujet est ailleurs. Le vrai sujet, c'est le corps de Sandler. Dans le premier film, Happy Gilmore est un projectile humain. Il ne joue pas au golf, il attaque la balle, il ne respecte pas le green, il l'envahit, il ne comprend pas les codes, il les contamine. Le génie du film de Dudley Dugan, c'était de prendre un sport aristocratique, feutré tout en retenue, et d'y injecter l'imaginaire du golf, la charge, l'insulte, le coup d'épaule, la dent cassée, la bagarre. Happy Gilmore était une comédie de classe sous forme de farce sportive. Happy Gilmore, voilà, le pauvre type bruyant, mal élevé, sentimental, entrait dans le temple des polos propres et des poignées de main hypocrites. À ce titre, le premier film est un cousin dégénéré de Caddyshack de Harold Ramis. Mais là où Caddyshack organisait une guerre de caste chorale avec Chevy Chase, Rodney Dangerfield et Bill Murray, comme Planète Comique Autonome, Happy Gilmore concentrait tout dans un seul corps, celui d'Adam Sandler, corps de mauvais joueur, de mauvais fils, de mauvais gentleman, mais de bons petits-fils. Ce n'est pas un film sur l'apprentissage du golf, c'est un film sur l'impossibilité pour un corps populaire de devenir respectable sans perdre sa violence comique. Et voilà que Happy Gilmore 2 pose une question très belle, presque théorique. Que restait-il d'un corps burlesque quand le temps a passé? Car Happy revient, mais il ne revient pas intact. La suite commence par une torsion assez brutale. Virginia, devenue sa femme, meurt après avoir été accidentellement frappée par l'un de ses drives, ce qui plonge Happy dans la culpabilité, la ruine et l'alcool. Time et People ont tous deux relevé ce choix narratif comme le choc inaugural du film. La mort de Virginia devient le moteur de la rechute et du retour au golf. C'est là que le film devient plus intéressant que son simple programme nostalgique parce qu'il fait quelque chose d'assez risqué. Il transforme un gag physique en traumatisme. Dans le premier film, le drive monstrueux de Happy était une bénédiction comique. Dans le second, il devient une arme involontaire. Le même geste qui lui avait permis de sauver la maison de sa grand-mère détruit cette fois son foyer. C'est presque du pur mélodrame hollywoodien, mais avalé par une machine à paix, caméo et chute grotesque. Une tragédie en short cargo. On pourrait appeler ça la malédiction du gag. Le burlesque classique a toujours flirté avec cette idée. Chez Chaplin, le geste drôle est souvent un geste de survie. Chez Keaton, le gag est une catastrophe architecturale dont le corps sort miraculeusement vivant. Chez Jerry Lewis, le corps est une erreur dans le décor, un organisme trop bruyant pour le monde adulte. Chez Sandler, le corps comique est un volcan émotionnel. Il hurle parce qu'il ne sait pas parler. Il frappe parce qu'il ne sait pas pleurer. Il insulte parce qu'il a peur. Happy Gilmore 2 pousse cette logique. Happy doit apprendre que son énergie comique a produit de la cool douleur. C'est là que le film devient une sorte de double idiot de The Wrestler de Darren Aronofsky. Dans The Wrestler, Mickey Rourke incarne un corps usé par son propre spectacle, incapable de survivre hors du rituel qui l'a détruit. Dans Happy Gilmore 2, Sandler fait la version farce Netflix de cette trajectoire. Un ancien champion ne sait plus quoi faire de son talent monstrueux, de son image, de sa colère. Il doit retourner dans l'arène, mais l'arène est désormais un décor de plateforme saturé de clins d'œil de visages connus, de retours de personnages, de caméos sportifs. Le monde n'est plus un terrain de golf, c'est un algorithme avec des bunkers. Le film appartient donc à la grande famille des Legacy Quell, Creed, Top Gun Maverick, Ghostbusters Afterlife, The First Awakens, Cobra Kai. Mais il s'en distingue parce que son objet de départ est beaucoup plus trivial. Top Gun Maverick ressuscite un mythe militaire et aérodynamique. Creed prolonge une mythologie pugilistique déjà noble. Happy Gilmore 2, lui, ressuscite un mec qui tape des balles en maillot de hockey, qui se bat avec Bob Barker, qui transforme le golf en règlement de compte de parking.
C'est ce qui rend le film à la fois touchant et un peu absurde. Il traite une comédie imbécile comme un monument national. Il fait du gag une relique. Le club de golf devient Excalibur, le maillot des Bruins devient cape de super-héros. Shooter McGavin devient presque un ancien seigneur déchu, et Chubbs, absent à cause de la mort de Carl Weathers, devient un spectre dans la mémoire du film. Sandler a expliqué que Weathers devait avoir un rôle important dans la suite et que sa disparition en 2024 a entraîné une réécriture majeure. Cette donnée est essentielle parce que Happy Gilmore 2 est un film hanté. Hanté par Virginia, hanté par Chubbs, hanté par Bob Baker, hanté par le premier film. Hanté même par une idée ancienne de la comédie américaine, celle où un film pouvait être grossier, mal élevé, mal fichu parfois, mais porté par une énergie collective presque familiale. Le paradoxe du film est là. Il veut être anarchique, mais il est aussi muséal. Le premier Happy Gilmore avait la fraîcheur brutale d'un sketch qui s'étire jusqu'au long métrage. La suite, elle, sait qu'elle est attendue. Elle sait que chaque élément est devenu une Madeleine carrée graisseuse. Le swing, le putter en forme de crosse, shooter, Hal, les bagarres, les visions, la maison de la grand-mère. Ce n'est plus seulement une comédie, c'est une visite guidée dans un parc d'attractions mentales. D'où cette impression relevée par plusieurs critiques. Le film fonctionne très bien pour les fans, mais il convertira difficilement les non-initiés. Le Guardian l'a résumé ainsi: une suite fait avant tout pour son public culte. Et pourtant, il y a quelque chose de réellement cinéphilique à défendre ici. Non pas parce que Happy Gilmore 2 serait un grand film au sens noble, il ne l'est probablement pas. Il est trop long, trop plein, trop caméo dépendant, trop satisfait parfois de reconnaître ses propres jouets. Rotten Tomatoes lui attribue un accueil critique mitigé, 61% côté critique et 64% côté public, moment de la consultation. Ah ouais. Avec un consensus qui souligne le poids de la nostalgie autant que le plaisir des retrouvailles. Mais le film devient passionnant si on le regarde comme un document sur Adam Sandler, auteur. Sandler est souvent mal compris parce qu'on le réduit à ses grimaces, à sa voix nasale, à une blague scatologique, à ses films vacances avec les copains. Mais il y a une continuité évidente dans son cinéma. Le personnage sandlerien est presque toujours un enfant abîmé dans un corps d'adulte. Il est immature, oui, mais son immaturité n'est pas seulement une paresse, elle est une défense. Dans Billy Madison, il refuse l'âge adulte. Dans The Waterboy, il transforme l'humiliation en puissance physique. Dans Punch Drunk Love, Paul Thomas Anderson révèle que la colère sandlerienne cache une panique sentimentale. Dans Uncut James, les frères Safdie changent cette panique en addiction pure, en fuite permanente vers le risque, l'argent, le mensonge, la mise. Happy Gilmore 2 se situe quelque part entre le Sandler populaire et le Sandler crépusculaire. C'est une comédie de plateforme, certes, mais elle y incorpore le Sandler de l'après Uncut James, celui dont le visage peut porter aussi autre chose que les blagues. Le film sait que Sandler a vieilli. Il ne peut pas plus simplement jouer le gamin furieux. Il doit jouer le gamin furieux qui a perdu quelqu'un, qui a bu, qui a fauté, qui doit se relever. La grimace est la même, mais la peau autour de la grimace a changé. C'est exactement ce que les grands comiques vieillissants finissent par affronter. Chaplin dans Limelight, Keaton dans ses apparitions tardives, silhouette de génie survivant dans un monde qui a changé de grammaire, Jerry Lewis dans ses œuvres les plus amères, même Jim Carrey quand il passe de Ace Ventura à Man on the Moon ou Eternal Sunshine, finit par montrer que l'élasticité du corps comique a un coût. Le rire use les articulations. Le nouveau méchant, Frank Manatee, incarné par Benny Safdie, est alors plus intéressant qu'il n'en a l'air. Il représente le golf spectaculaire, artificiel, marketé, énergisé, transformé en produit extrême. People détaille ce conflit entre Happy, les golfeurs traditionnels et la Maxi League avec ses règles absurdes, ses corps modifiés et son show permanent. Cinématographiquement, Frank est le miroir industriel de Happy. Happy avait rendu le golf vulgaire, populaire, nerveux. Frank rend le golf commercial, inhumain, algorithmique. Happy était une contamination organique. Frank est une contamination marketing. Happy apportait le chaos du hockey dans le golf. Frank apporte le chaos de la boisson énergétique, de la ligue parallèle, du spectacle optimisé. Le film semble dire l'anarchie populaire des années 90 a été digérée par le capitalisme du divertissement. En clair, Happy Gilmore a ouvert la porte aux barbares, mais les barbares suivants sont venus avec un business plan. C'est là que la suite devient presque une critique involontaire de Netflix. Le film est lui-même un produit de nostalgie industrielle, rempli de caméos, de retours, de signes reconnaissables. Mais son récit oppose le vrai geste burlesque à sa copie spectaculaire. C'est un film qui appartient au système qu'il moque, une balle envoyée contre son propre clubhouse. La présence massive de caméos participe à cette ambiguïté. RogerHebert.com, site que j'arrête pas de citer parce qu'il est vraiment bien, note que les apparitions des célébrités frôlent parfois l'envahissement, tout en soulignant que Bud Bunny, en caddie Oscar, tire fortement son épingle du jeu. Les caméos dans Happy Gilmore 2 ne sont pas seulement des gags, ils sont la preuve que le film n'existe plus dans le même monde que son prédécesseur. En 1996, la présence de Bob Barker était absurde parce qu'elle faisait entrer une figure télévisuelle dans une comédie de sport déjà idiote.
En 2025, les caméos sont presque la langue maternelle du blockbuster de plateforme. Le film ne cesse de dire «Regarde qui est là». Le spectateur n'est plus seulement invité à rire, il est invité à reconnaître. C'est un danger. La reconnaissance peut remplacer la mise en scène. Mais chez Sandler, cette reconnaissance a aussi quelque chose de familial. Le Sandlerverse est une troupe. On revient chez lui comme chez un cousin bruyant. Les mêmes amis, les mêmes épouses, les mêmes enfants, les mêmes seconds rôles, les mêmes types de losers magnifiques. C'est parfois paresseux, mais c'est aussi une manière de faire du cinéma comme on tient une table de banquet. Armand White a souvent défendu cette dimension communautaire. Chez Sandler, parfois de manière provocatrice, en y voyant une forme populaire, presque renoirienne, de rassemblement humain. On peut sourire, mais il y a une intuition juste. Sandler filme moins des intrigues que des appartenances. Et Happy Gilmore 2 est profondément un film d'appartenance. Happy n'est pas sauvé par le sport, il est sauvé par une communauté de revenants, d'enfants, de rivaux, de caddies, de fantômes, de losers et de professionnels venus jouer leur propre caricature. Le golf ici n'est pas tant un sport qu'un rituel de réparation. Comme dans Rocky Balboa, le retour à la compétition ne sert pas seulement à gagner, il sert à donner une forme au deuil. Le terrain devient un espace où la douleur peut enfin se déplacer. La balle n'efface pas la faute, mais elle permet au personnage de rejouer son geste sans le subir. Il faut aussi parler de Shooter McGavin dans le premier film. Shooter était l'incarnation parfaite du méchant de comédie sportive, arrogant, crispé, grotesquement entaché à l'étiquette. Christopher McDonald en faisait un prince du ridicule, avec cette gestuelle de pistolet imaginaire, ce sourire de courtier immobile possédé. Dans la suite, le personnage devient presque pathétique, puis allié. C'est une bascule typique du Legacy QL. L'ennemi d'hier devient le gardien du monde ancien. Comme Johnny Lawrence dans Cobra Kai, Shooter est reconfiguré par le temps. Le méchant devient patrimoine. La cinéphilie du film est donc moins dans sa mise en scène que dans sa relation au temps. Happy Gilmore 2 ne filme pas seulement un retour, il filme une digestion. Le premier film était une attaque contre les codes. Le second raconte que les attaques contre les codes finissent elles-mêmes par devenir des codes. Happy n'est plus le punk du golf, il est l'ancien punk que les nouveaux milliardaires du spectacle veulent récupérer comme logo. C'est très exactement le destin de beaucoup de figures comiques des années 90. Ace Ventura, Wayne Eggers, les frères Farrelly, les premiers Sandler, toute cette énergie de mauvais goût est aujourd'hui difficile à reproduire telle qu'elle. Non seulement parce que les sensibilités ont changé, mais parce que l'économie du cinéma a changé. La comédie moyenne américaine a quasiment disparu des salles. Elle a migré vers le streaming, où elle devient contenu, catalogue, confort. Happy Gilmore 2 porte cette mutation dans son ADN. Son énorme démarrage Netflix le confirme. 46,7 millions de vues en 3 jours. Numéro 1 de la liste anglophone Netflix. Meilleur lancement d'un film Sandler sur Netflix. Et plus gros week-end d'ouverture américain pour un film Netflix selon Tudum. C'est un triomphe de plateforme, pas un triomphe de sable, et cela change tout. Le premier Happy Gilmore se construisait dans une logique de comédie de cinéma appelée à devenir culte après coup. La suite naît déjà comme événement domestique. Elle est faite pour être lancée un vendredi soir, commentée en ligne, consommée comme retrouvaille. Ce n'est pas un film qui espère devenir culte, c'est un film qui arrive avec le culte préinstallé. D'où cette question. Peut-on fabriquer une série culte à un film devenu culte par accident? La réponse de Happy Gilmore 2 est bancale mais touchante. Bancale parce que le film force parfois l'émotion, surcharge ses références, étire ses gags et confond énergie avec accumulation. Touchante parce qu'il comprend malgré tout que le vrai sujet n'est pas le golf mais la culpabilité. Pas la victoire mais la possibilité de rejouer sans détruire. Pas la nostalgie du premier film mais la nostalgie des gens qui ne sont plus là. La dernière image du film, ce n'est pas seulement Happy qui gagne, c'est Happy qui apprend à voir ses morts sans s'effondrer. La comédie sandlerienne rejoint alors une vieille tradition hollywoodienne, celle du film populaire qui glisse de l'idiotie vers le rituel funéraire, sans prévenir. On pense à certaines comédies de Frank Capra, capables de mélanger naïveté, morale et désespoir. On pense au film tardif de John Hughes, comme héritage indirect. La famille comme refuge, mais un refuge bricolé, imparfait, sentimental jusqu'au ridicule. Et bien sûr, il y a la question du mauvais goût. Happy Gilmore 2 reste une comédie de Sandler. Il y a des blagues grasses, des gags faciles, des personnages réduits à une fonction comique, des tunnels de fanservice. Il ne faut pas se le déguiser en chef-d'œuvre secret comme on mettrait un smoking à un sanglier. Mais il faut reconnaître que le mauvais goût chez Sandler n'est pas seulement décoratif. Il est une politique du refus. Refus de la distinction, refus de la belle tenue, refus de l'intelligence comme posture. Le film demande et si l'émotion passait justement par ce qui est laid, idiot, bruyant, trop gros. C'est là que le film rejoint une lignée américaine très forte, de Jerry Lewis aux frères Farrelly, de Dumb and Dumber à Kingpin, une autre grande comédie sportive de loser, de The Waterboy à Tulida Night. Tous ces films posent une question: que faire des corps qui ne savent pas entrer correctement dans les institutions?
L'école, le sport, le travail, la famille, la compétition, le burlesque américain est souvent l'histoire d'un corps qui se trompe de porte. Happy Gilmore, lui, se trompe de sport. Et dans la suite, il se trompe presque d'époque. C'est pourquoi le film fonctionne le mieux quand il accepte cette mélancolie, quand il ne cherche pas seulement à refaire 96, mais à constater que 96 est mort, que certains acteurs sont morts, que les spectateurs ont vieilli, que Sandler a vieilli, que le cinéma comique a changé de support, que la colère juvénile a laissé place à la fatigue, à la culpabilité, aux enfants aidés, aux fantômes à saluer. Dans cette perspective, le golf devient une métaphore assez belle. C'est un sport de trajectoire, de distance, de précision, mais aussi de ratage. On frappe, puis on marche vers la conséquence de son geste. Voilà peut-être la définition du personnage dans Happy Gilmore 2, un homme qui doit marcher vers la conséquence de son propre swing. Et si le film touche, malgré ses lourdeurs, c'est parce qu'il comprend cela. Le gag ne disparaît pas. Il revient, il boite un peu. Il a pris du ventre, il a mauvaise haleine, il fait encore du bruit, mais il sait désormais qu'il peut blesser. Le rire n'est plus innocent, et c'est peut-être pour cela qu'il devient un peu plus humain. Au fond, Happy Gilmore 2 est un film impur, un film de trop-plein, un film de fan, un film de plateforme, un film qui vaudrait être anarchique tout en étant calibré. Un film parfois paresseux, parfois sincère, parfois grotesque, parfois étonnamment spectral, mais c'est justement dans cette impureté qu'il devient intéressant. Il est à l'image de Sandler, mal peigné, sentimental, braillard, fidèle, limité, attachant, capable de glisser une vraie larme entre deux blagues de vestiaire. Alors, cinéphiliquement, putain, j'arrive plus à le dire, on pourrait dire ceci. Happy Gilmore 2 est moins la suite de Happy Gilmore que la suite de notre rapport Happy Gilmore. Ce n'est pas seulement Happy qui revient sur le green, c'est tout un cinéma comique américain des années 90 qui revient demander s'il a encore le droit d'être bête, d'être tendre, d'être vulgaire, d'être aimé. Et la réponse, imparfaite mais évidente, tient dans ce vieux swing impossible. Oui, à condition d'accepter que la balle ne parte pas exactement au même endroit.